Ces rêves sont aujourd'hui malmenés. Un mur s'élève en Méditerranée entre les univers culturels dont je me réclame. Ce mur, je n'ai pas l'intention de l'enjamber pour passer d'une rive à l'autre. Ce mur de la détestation, entre Européens et Africains, entre Occident et Islam, entre Juifs et Arabes, mon ambition est de le saper et de contribuer à le démolir. Telle a toujours été ma raison de vivre, ma raison d'écrire. Ces mots d'Amin Maalouf ont été choisis par mon invité de ce jour en première page de l'un de ses ouvrages. Médecin, psychiatre, auteur et citoyen engagé, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, mais c'est un peu compliqué en cette époque de l'année et en cette séquence électorale. C'est vrai que pour donner un peu de contexte, nous sommes aujourd'hui le 28 juin. Nous enregistrons après 2 semaines de débats très intenses pour les législatives. Et effectivement, je pense que le climat actuel nous rend tous, si ce n'est pas fébrile, c'est au moins tendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, tendu, inquiet, mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'on s'attendait un petit peu à tout ça. Je veux dire, un certain nombre de personnes ont l'air de découvrir qu'il existe des discriminations en France, que les identités sont meurtrières. Mais en fait, moi, ça fait un moment que je tire la sonnette d'alarme. En revanche, je n'aurais jamais pensé que la France basculerait comme ça, très honnêtement. Je n'aurais jamais pensé. On aura l'occasion de le développer au cours de notre échange. Tout d'abord, moi, je voulais vous remercier d'être présent sur le podcast. Voilà, l'idée de faire ce podcast à ta place était vraiment d'avoir des personnalités telles que la vôtre et de leur donner la parole pour que votre voix résonne le plus possible. Tant je pense que voilà, vos écrits permettent à tout un chacun de trouver leur place dans la société. Avant même vos écrits et votre œuvre, votre histoire en elle-même est intéressante. Et si vous le voulez bien, j'aimerais bien vous poser quelques questions sur celle-ci. Vous êtes née à Alger, vous avez grandi en Tunisie, vous êtes tunisienne. Vous avez commencé vos études de médecine en Tunisie et êtes arrivée en France pour les terminer. Après plus de 20 ans, après ce voyage, quel regard vous avez sur cet exode, si on peut l'appeler ainsi? Alors hélas, je vieillis, ça fait bientôt 30 ans que je suis en France. Moi, je suis ravie de ce parcours. Je me sens extrêmement forte, extrêmement riche de tout ce que j'ai pu vivre, confronter comme situation de vie, comme idée. En 30 ans, il s'est passé tout un tas de choses socialement, politiquement, dans le monde, en France. Dans mon métier, dans ma vie personnelle, dans mes engagements politiques, mais aussi au Conseil économique, social et environnemental, qui me font voir les choses avec, comment dire, beaucoup plus de complexité et je suis à la recherche d'encore plus de complexité dans la pensée. Et je regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait plus suffisamment de place à la complexité. Oui, on peut effectivement remarquer que souvent la pensée peut être binaire, peut-être une volonté de rapidité. Alors oui, elle est binaire, mais en même temps, aujourd'hui, je pense que l'ignorance est un petit peu brandie comme un étendard d'union. Enfin, je veux dire, on encourage l'ignorance, on ne donne pas suffisamment de valeur à la connaissance, à la curiosité. C'est un petit peu de là, en fait, que vient ma réflexion sur le simplisme. Oui, on a des visions binaires, c'est soit bien, soit mal, soit t'es gentil, soit t'es méchant. Enfin, moi, mon métier me montre tous les jours, à quel point un individu est complexe. Ben oui. Et notamment au niveau de son identité, puisque aujourd'hui, les identités sont complexes et j'ai envie de dire encore plus quand elles sont riches comme la vôtre, par exemple. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez épousé parfaitement la culture française, puisque vous êtes de citoyenneté française. Tout à fait, tout à fait. Et la question que je me posais, c'est quel était le lien que vous avez gardé avec la Tunisie ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'elle fait
qu'elle a toujours la même place dans le cadre de votre identité, ou est-ce que sa place a évolué, puisqu'on sait que les identités en fait évoluent Absolument. avec le temps. Ouais. Et aujourd'hui, si vous devez faire le bilan, pardon. C'est intéressant parce que je me suis jamais posé la question, enfin depuis la révolution, je me suis pas la révolution tunisienne, je me suis plus posé véritablement cette question. La Tunisie occupe une place, très, 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 très importante dans ma vie. D'abord, père et ma mère, y vivent, donc c'est pour moi, c'est fondamental. Ce sont des êtres qui me sont, évidemment chers. Je considère que, c'est là où s'est déroulée mon enfance, et moi, quand on me demande, quel est ton pays d'origine, je dis toujours que c'est mon enfance. On a tous un enfant, quelque part en nous, partout, tout le temps, et donc mon enfance, est, très importante dans ma structure actuelle, et j'ai une relation, extrêmement charnelle, avec ce pays. Non pas qu'elle ne soit pas intellectuelle, elle l'est, évidemment, mais j'ai une relation, comment dire? Sensuelle. Je trouve que la Tunisie est un pays sensuel pour de multiples raisons. Ça pourrait en surprendre beaucoup, mais Et donc c'est une sensualité qui me manque en Europe. Et donc je pense très souvent à cette, voilà, cette partie de ma vie, ce côté de ma vie, de ma structure, qui a été, construite sur sur ces certains critères, qui relèvent de l du soleil. Quand on a grandi au soleil, je pense qu'on pense pas pareil que quand on n'a pas grandi au soleil. Ah bon? Ça, c'est une Oui, je pense que ça change tout. Heu et donc de la pensée qui vient de là-bas, des émotions qui viennent de là-bas, et évidemment de la politique. Moi, j'ai vécu sous une dictature, hein, donc il y a eu, voilà, des mouvements d'opposition. Je n'ai pas vécu la révolution sur place, mais je l'ai vécu ici Ouais. intensément, et donc la Tunisie occupe une place, très importante pour moi encore. Dans votre ouvrage, Une arabe en France, vous avez un chapitre intitulé Le cul entre deux chaises. Mmh. Et moi, ça a fait écho aussi avec mon histoire, parce que souvent on peut avoir cette sensation d'avoir le cul entre deux chaises. Et moi, ma réflexion, parce qu'en fait, ce qui peut peut-être me gêner, c'est de me dire, si on l'a entre deux chaises, c'est qu'on est assis nulle part. Et moi, cette image me gêne un peu, puisque je considère très très bien installé pour ma part le Maroc, qui est mon pays d'origine, enfin celui de mes parents notamment. Vous, quelle était déjà l'idée que vous vouliez dire dans ce chapitre-là, et voilà, et qu'est-ce que vous pensez un peu de cette réflexion? Alors moi, j'en parle, mais je dis que c'est pas si inconfortable pour moi, en fait. D'accord. J'aime bien bouger. J'aime bien être dans des situations, comme ça, qui appellent à des raisonnements dialectiques. Moi, la différence quand même, hein, parce qu'il faut vraiment, le noter, et je l'ai appris parfois à mes dépens, mais je ne suis pas née ici. Je ne suis pas née ici, et donc je suis arrivée quand même avec, une identité, qui était difficile à ébranler. Enfin, elle l'est toujours, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, je ne me laisse pas facilement attaquer, et donc j'ai eu un choc en arrivant ici, en rencontrant, des Maghrébins, enfin des Français, d'origine maghrébine. J'ai fait énormément de bêtises au départ d'ailleurs, hein. Quand je rencontrais une personne qui portait un nom, arabe, je lui parlais systématiquement arabe. Mmh. Et donc on me répondait: «Mais en fait, je ne parle pas arabe», et moi je comprenais pas, vous Bien sûr. voyez? Et pourtant je connaissais bien l'histoire de l'immigration, mais vous voyez, on est pris de court de Oui. temps en temps. Hem, donc je ne suis pas née ici, donc cette question de je me pose la question de où je suis bien, pas bien, et cetera, ça je l'ai pas en C'est fait. factuel. J'ai choisi de venir ici, je connaissais très bien la culture française et la langue française. Et donc voilà, je enfin, je me sens bien entre les 2. Une chose est à noter, c'est que quand je suis là-bas, ici me manque,
Et quand je suis ici, là-bas me manque. Ouais. Vous disiez un point intéressant sur la langue, justement cette anecdote où vous parliez naturellement arabe en fait aux personnes qui ont des prénoms arabes. Et c'est vrai que ça peut être un... J'ai toujours considéré la langue quand même comme une, une composante de notre identité. Et quand on ne maîtrise pas la langue notamment de nos parents, qui est censée être la langue maternelle quand sa maman justement a cette langue, je trouve que la construction d'identité est peut-être un peu plus difficile, puisqu'en fait, on doit accepter que notre langue maternelle n'est pas seulement celle parlée par nos mères, mais aussi celle qu'on a appris dans le territoire dans lequel on a grandi. Il y a un livre très intéressant, L'arabe pour tous, je ne sais pas si vous l'avez lu, du journaliste Oui. Nabil Wakim, qui décrit parfaitement cette réflexion. Vous, votre regard, parce que ce qui est aussi décrit dans ce livre, c'est il y a toute une question de pourquoi l'arabe n'est pas autant valorisé en France, c'est ce que j'allais vous répondre. qui est justement la seconde langue. Et c'est en fait, je pense qu'au final, la difficulté qu'on a avec cette langue-là, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas valorisée et qu'on n'a pas vraiment de sphère où la parler, autre que la sphère familiale. Quel est votre regard, vous, là-dessus? Écoutez, là, vous vous posez une question qui est éminemment politique, hein. C'est-à-dire que l'arabe étant la deuxième langue parlée en France, rares sont les établissements où l'enseigne. Lorsqu'on a voulu l'enseigner, des directeurs se sont érigés contre justement cet enseignement sous prétexte qu'il y aurait trop d'arabes dans leurs établissements. Là, on a affaire très clairement à la présence de l'imaginaire, dans l'imaginaire collectif français de la question coloniale. C'est-à-dire qu'on vous a fait venir, bon, je parle là de vos parents, on vous a usé jusqu'à la moelle, vous avez fait des enfants dont nous ne voulons pas trop dans notre microcosme franco-français, et surtout, s'ils existent, faisons en sorte à ce qu'ils soient assimilés, c'est-à-dire ne leur apprenons certainement pas votre langue, souvent le kabyle ou enfin l'amazigh ou l'arabe. Et moi, très longtemps avec d'autres personnes, on a cherché, on a écrit même sur l'enseignement de la langue arabe. Moi-même, j'ai cherché pour mes enfants, hein, l'enseignement de la langue arabe à l'école. Et donc, vous précisez très bien, nous sommes le 28 juin aujourd'hui et il y a une polémique actuellement sur le fait que Najat Vallaud-Belkacem, à l'époque où elle était ministre de l'Éducation nationale, aurait imposé l'apprentissage de la langue arabe comme si c'était... Et la façon dont cette information a été reprise comme si c'était un mensonge éhonté, moi, me fait froid dans le dos parce que elle aurait dû, en fait, insister pour que la langue arabe soit enseignée. Oui, mais la difficulté quand on en reparlera d'ailleurs parce que vous avez eu aussi une expérience politique, mais la difficulté quand on est un ou une politique avec des origines notamment arabes, j'ai l'impression que certains combats sont biaisés dans le regard des autres. Vous voyez, c'est-à-dire que vous- le fait que ce soit cette ministre en question qui veulent en fait mettre l'arabe, je pense que ça aurait été perçu différemment si un autre ministre, avec un nom d'une autre connotation et avec une autre histoire, aurait par exemple milité pour la langue arabe. Vous ne pensez pas? Alors là, vous rentrez, vous abordez un point particulièrement important que j'aborde dans mon ouvrage à paraître. C'est que si une personne se considère comme étant un individu libre, pensant, aimant, autonome, hem et ministre ou et décideur, il est cette personne libre, autonome, aimant, pensant et libre. Il n'est pas un ministre d'origine je ne sais quoi. En fait, c'est la représentation que l'autre a de cette ministre ou d'autres ministres ou on va parler aussi de Rachida Dati et cetera. C'est le regard que les autres portent sur elle, sur eux, qui font qu'elle s'auto-censure. Parce que Ségolène Royal avait parlé de l'introduction de la langue arabe. Alors pourquoi est-ce que quand c'est Ségolène Royal qui impose et qui parle de l'éventualité de l'enseignement de la langue arabe dans les lycées, ça ne crée pas un tollé,
Et quand c'est une personne qui est d'origine maghrébine, et encore, je ne sais même pas si Najat Vallaud-Belkacem ne parle pas, dans sa famille, on ne parle pas amazigh, ou Oui, vous mais voyez ce que je veux dire? bien évidemment, mais dans Eh le ben, collectif, on revient à la question ouais, coloniale. ouais. On revient à la question de l'imaginaire collectif colonial, et en fait, cet individu-là, est assigné à une identité qui fait que, cette question-là, serait prioritaire. Et je retourne aussi l'argument, mais s'il n'y a personne pour porter ce sujet-là, pourquoi ce ne seraient pas des personnes qui sont particulièrement touchées par ce problème qui porteraient? C'est un petit peu comme la question, vraiment ça n'a rien à voir, mais je parle très souvent dans mes consultations, on réalise avec mes patients, parce que les citoyens sont extrêmement intelligents, on réalise que quand un sujet vous touche personnellement, vous le portez. Alors, brutalement, quand des personnalités très importantes ont été touchées, par exemple, par l'abus sexuel, par l'inceste, par le viol, etc., ces personnes-là ont commencé à porter le sujet. Eh bien, pourquoi une personne qui est concernée par le non-enseignement de la langue arabe ne pourrait pas porter ce sujet? Oui, parce que, alors, là, justement, votre avis en tant que psychiatre m'intéresse, parce que cette volonté de ne pas vouloir être assigné à une origine réelle ou supposée, à une religion réelle ou supposée. Le souci, c'est que l'assignation à cette catégorie-là entraîne des conséquences de discrimination, entraîne, vous voyez, alors que l'assignation à, par exemple, une histoire liée, qui peut être très difficile, mais vous voyez, à d'autres sujets, n'aura peut-être pas les mêmes conséquences que cette assignation-là. Et parce que dans le cadre d'une interview que j'ai faite d'Atiseni, par exemple, il disait, quand il a commencé la politique, lui, il ne voulait pas s'occuper que de la diversité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand une personnalité politique d'origine maghrébine monte tout devant la scène, on lui demande de s'occuper des questions de diversité, alors que lui, il avait un vrai potentiel sur les questions économiques, etc. Donc c'est peut-être ça aussi la différence. Et comment on peut faire pour ne pas se soucier, en fait, du regard des autres et de l'assignation, en fait, C'est des très autres. difficile parce Ouais. qu'effectivement, comme dirait Sartre, on existe à travers, le regard, des autres et de la représentation. Enfin, on n'existe pas. On est à travers, le regard des autres, mais justement, tout le travail que je m'efforce à faire et que vous vous efforcez à faire, c'est précisément de réduire cette assignation, et que les personnes qui portent qui trimballent tout ce passé culturel, toute cette richesse culturelle, ne se sentent pas forcément assignées au sens péjoratif du terme, mais se sentent portant plus en fait comment dire, pour faire vite, de richesse et moi je dis, debout tête haute, hein, par rapport à, c'est le titre de mon manifeste, mais et alors si je suis arabe, si je suis maghrébine et que je défends, que une partie de mon identité qui fait ce pays, existe et soit enseignée, et alors? Parce que les Français aujourd'hui, quand on dit «les Français», en fait, un tiers des Français a un lien direct avec l'immigration. Donc les Français, c'est vous, moi, voilà. Donc les Français, c'est nous tous. Et pourquoi est-ce qu'un Français ou une Française, qui est préoccupé par un problème, particulier, là parlons de la langue arabe, ne porterait pas ce sujet? Et on est confronté à de l'autocensure. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le remarquer. On est confronté à de l'autocensure, et c'est d'une tristesse absolue parce que, là, on va arriver un petit peu sur, des échanges et des séances que j'ai qui sont particulièrement dures dans ce cabinet où nous sommes. C'est que, précisément, on s'interdit d'être ce qu'on est. Moi, quand je prends le téléphone, là, ce téléphone, et que je réponds en arabe, et qu'ici, à ma place, mes patients sont assis et m'écoutent et qui sont d'origine maghrébine, me disent: «Mais quel courage docteur, vous parlez arabe!» Mais pourquoi ce serait courageux de parler arabe? Moi, je me suis empêchée de parler arabe, toute ma vie, on me dit. Ouais, c'est violent.
Mais bien sûr que c'est violent. Mais c'est dévastateur parce que si vous voulez, vous effacez une partie de vous-même. C'est la question de l'assimilation. On ne peut pas en fait se dépouiller de cette partie-là. Le langage fait partie de votre affect, de votre intelligence, de votre façon de fonctionner. Et, si vous parlez d'assimilation, donc ça me fait penser aux questions du prénom, parce que ça m'a fait sourire dans votre livre. Quand vous faites référence à votre prénom, vous expliquez son histoire, que c'est un prénom qui est ancien au final, et du fait de votre union, bon, vous avez un nom qui ne colle pas au prénom, on va dire, enfin, vous bousculez les cases. Et notamment parce qu'on a eu pas mal de polémiques sur, bon, ça fait plusieurs années, sur l'importance du prénom, est-ce qu'on doit donner un prénom, un des prénoms calendaires à ses enfants, etc. Et je vous avoue que moi-même, j'ai des enfants, et je me suis posé la question. Et d'ailleurs, j'ai choisi d'appeler ma fille Emna, par exemple. Très joli prénom. Merci. Et quelques jours avant sa naissance, je suis tombé sur un article du Monde qui disait que voilà, beaucoup de Français d'origine maghrébine choisissent maintenant des prénoms dont passe-partout, ils disent. Voilà la consonance. Et l'exemple était Emna. Et en fait, ça m'a un peu fait froid dans le dos. Je me suis dit, est-ce que je l'ai choisi pour cette raison au final? Est-ce que vraiment ce qui m'a drivé pendant toute notre réflexion avec mon épouse, alors oui, on veut un prénom qui sonne bien, mais est-ce que nous aussi, au final, on n'a pas cette assignation à avoir un prénom de peur des conséquences que ça peut avoir? Bien sûr que si. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, et d'ailleurs, un des patients a témoigné dans une émission radio qui a été primée sur France Culture de Stéphane Mercurio, dit effectivement qu'il ne voulait pas que ses enfants vivent ce qu'il a vécu et que donc il a donné des prénoms passe-partout à ses enfants. J'aimerais aussi parler de votre engagement politique. Puisque vous avez été élu au niveau local. Oui. Et alors, il y a différentes façons au final de participer à la société. On peut le faire comme on essaie de le faire là aujourd'hui, on peut le faire quand vous le faites en écrivant des ouvrages, et vous avez choisi aussi le biais politique. Alors, comment ça s'est passé déjà, si vous deviez décrire un peu cette expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié? Est-ce que vous le referiez? J'ai absolument détesté. Vraiment. J'ai énormément appris, mais j'ai beaucoup souffert. Je pense que j'ai beaucoup plus souffert que je n'ai pris du plaisir ou que j'ai pu réaliser le fond de mes engagements. Mais vous avez une autre façon, au final, de faire de la politique, même si ce n'est pas à travers un mandat. Quand je prends l'exemple de votre livre, par exemple, Une arabe en France, qui a déjà quelques années maintenant. Oui. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup... sa lecture, moi, a beaucoup façonné les réflexions que j'ai en ce moment et les discussions que j'avais envie d'avoir avec vous, parce que je le trouvais justement éminemment politique, ce livre. Et moi, la première question, et d'ailleurs, une des choses qui m'a marqué, c'était le titre. Une arabe en France, je trouvais que c'était... On réhabilitait en quelque sorte le terme arabe. Parce qu'en fait, moi, si je parle de mon exemple personnel, le mot arabe dans ma jeunesse était presque une insulte, quoi. Voilà, bon, il y avait forcément... Je pense qu'on a été un peu traumatisé entre guillemets par le fait arabe, mais alors qu'au final, tout le travail que j'ai eu à faire, c'est de embrasser cette arabité, en découvrir la richesse. Et donc ça, forcément, ça passe par la culture, ça passe par la lecture, ça passe par la musique. C'est assez incroyable. Et une fois qu'on a ça en tête, il y a un sentiment de fierté qui peut apparaître. Mais quand on lit un livre, voilà, Une arabe en France, voilà, on sent que voilà, là en tout cas vous êtes bien dans vos bottes. C'est-à-dire que vous considérez comme... Alors après, le terme arabe, on va pas faire de la sémantique, il peut y avoir débat. Oui, surtout dans le Maghreb. Surtout dans le Maghreb. Oui. Je dis ça alors que souvent, je suis le premier à me dire que c'est plus compliqué que ça. Mais c'était fait exprès, voilà, vous comprenez bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le dit beaucoup plus facilement, en fait. Ouais, oui. Mais donc, et ça, c'était un parti pris. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie j'explique pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre et je sais très bien que je suis probablement très peu arabe, beaucoup plus berbère que arabe, mais ma langue est l'arabe. Voilà, je m'exprime en arabe et puis de toute façon, on me dirait à moi, on m'a déjà dit ça l'arabe, donc j'ai absolument pas honte.
d'être ce que je suis. Je parle arabe, j'ai une tête d'arabe, je m'appelle Fatma, voilà, tout va bien. Tous les critères sont là. Vous écrivez dans votre livre la vie de ces Français, donc quand vous mentionnez les Français d'origine maghrébine, est bien complexe et il est aussi cruel qu'inconscient de vouloir la simplifier en la réduisant à des clichés. J'ai noté cette phrase parce que déjà merci de ce constat, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde ne se rend pas compte de cette complexité, de cette difficulté. Et une question vient en tête, c'est après votre réflexion, alors l'écriture de ce livre d'il y a quelques années et vos récents développements, est-ce que vous considérez que les Français d'origine arabe ont toujours leur place dans la société? En France? En France, oui. Vous avez un doute sur ma réponse? Mais vous êtes la France. Alors je sais. En tout cas, alors j'ai pas bien compris la question. Et bien justement, c'est une question qui est un peu provocatrice, mais... Mais qu'est-ce qu'on ferait en fait sans vous, sans nous? Qu'est-ce que serait la France sans vous? Quel pays ce serait? Enfin, et d'ailleurs, depuis quand est-ce que la France est gauloise en fait? Louis XIV, sa mère était autrichienne, d'origine espagnole. Garibaldi, je sais pas moi, Zidane, Mbappé aujourd'hui, des intellectuels, Bien sûr. Frantz Fanon, Mais alors, si trop peu enseigné d'ailleurs. j'ai pas de doute honnêtement sur la réponse. Je suis persuadé, c'est que le ressenti de certains est qu'ils ne se sentent pas à leur place dans la société française. Donc là, c'est différent. Ça va être plus au niveau, eux, de leur ressenti. Et ça va être justifié par quoi? Ça va être justifié par le débat qu'il y a depuis plusieurs mois, même plusieurs années, notamment au niveau médiatique. Alors je sais que les médias ne sont pas la société, mais aujourd'hui, elle en est le reflet, puisqu'au final, il y a une poignée de personnes qui ont la chance de pouvoir s'exprimer partout, et donc ils font un peu la pluie et le beau temps. Mais si on ne se fie qu'à ce qui est dit, aux commentaires, aux adjectifs, etc., aux invectives, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'il n'est pas légitime que certaines personnes, au final, ne se sentent pas totalement à leur place dans cette société? Alors d'abord, je voudrais remonter à ce phénomène, évidemment aux indépendances, donc après la colonisation. Mais moi, j'ai senti quelque chose basculer au niveau du ministère de l'identité nationale, avec Sarkozy. C'est-à-dire que ce sentiment de ne plus être, à sa place ou de ne pas avoir sa place dans la société française a été, très fortement, ressenti au moment où Sarkozy, a finalement, divisé les Français. Il a commencé. Alors après, pour le coup, je pense que c'est un phénomène, pardon de vous couper, mais qui est de tous bords politiques. Enfin, je peux citer d'autres. Ah mais complètement, complètement. Non, mais je parle de comment dire, de ce que j'ai ressenti comme départ. Comme ça peut être autre chose. Moi, je peux vous parler de la marche pour les égalités, pour l'égalité aussi, de 83, qui a été complètement instrumentalisée après. Mais ce que je ne j'étais pas en France, donc je peux pas vous dire. Mais ce que j'ai ressenti, puisque quand même, c'est vrai que mon travail, c'est la substance de mon travail, c'est des réflexions, des émotions, des mots, des colères, etc. J'ai senti quelque chose. Il y a eu quand même une décision politique qui est tombée comme un coup près, comme ça. Puis ensuite, évidemment, vous avez raison, il y a la déchéance de la nationalité de François Hollande. Récemment, il y a la préférence nationale avec la loi immigration. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste pour revenir à ce que vous disiez. Donc, il n'y a pas que les médias. Moi, d'ailleurs, vous avez parfaitement raison. De très nombreuses personnes aujourd'hui considèrent que certains médias sont leurs ennemis. Et d'ailleurs, je me suis permis d'inventer un syndrome, c'est le syndrome des médias traumas. Beaucoup de personnes sont traumatisées à l'écoute des médias. Et on me dit, c'est mon ennemi. Alors, soit je le regarde pour me faire du mal, je sais que je suis maso et je veux savoir ce qu'on dit de moi, soit je regarde plus parce que je ne pourrai plus dormir. Et donc,
ce sont des messages qui sont envoyés quand même. C'est un peu le mécanisme de la perversion que je vais vous décrire là. C'est en réalité, dans la société française, on vit quand même pas mal les uns avec les autres. Là, on se marie, voilà. Je ne nie absolument pas qu'il y ait des gens qui soient au banc de la société. Je ne parle pas des inégalités sociales. Elles existent, elles sont vis-à-vis de la précarité dans les quartiers à majorité de minorités visibles. Elles sont dans les campagnes, etc. Mais grosso modo, on arrive à pas se faire la guerre quand même. D'ailleurs, même aujourd'hui, 28 juin 2024, avec tous les torrents de haine que les Français musulmans et arabes prennent dans la figure depuis des années, on est plutôt patient et on est plutôt beaucoup plus républicain que ceux qui s'adressent à nous dans ces termes non républicains. Donc ce que je crois, c'est que grosso modo, globalement, on est arrivé à vivre ensemble. Et la remise en question de notre légitimité dans la société française s'est beaucoup accélérée et de notre, on va dire, de notre place s'est beaucoup accentuée depuis la libération de la parole et depuis comment dire, ce racisme décomplexé et cette obsession par rapport à l'immigration qui n'est pour moi qu'un bouc émissaire par rapport à une réflexion qui aurait été plus complexe. Et là, je reviens à mon postulat fondamental, c'est que à force de rester dans l'ignorance, à force de ne pas chercher à réfléchir, à ne pas chercher à trouver des solutions aux véritables problèmes, donc à ne pas, voilà, la paresse intellectuelle fait que le premier ennemi, c'est l'immigré. Et si on faisait un petit peu plus de pédagogie dans le pays, si on était un petit peu plus dans la pensée, dans la réflexion, dans l'histoire, eh bien, les dits Français de souche sauraient pourquoi vous êtes là. On leur raconterait qu'on a fait venir vos parents, grands-parents pour reconstruire la France d'après-guerre et que quand on dit travail d'arabe, il ne faut pas dire travail d'arabe parce que le travail d'arabe a permis justement à construire toute la France. Mais c'est connaître son histoire en fait. C'est se Mais il faut en fait un narratif. Ils ont tous ont raté le coche du moment où il fallait raconter la véritable histoire de France. Ils ont tous manqué ce moment. Et moi, je pense que moins on parle de colonisation, de l'histoire coloniale, et plus elle s'impose aujourd'hui. Vous liez ce sentiment-là et un peu ces actualités à l'histoire coloniale notamment. Ah oui, moi je pense qu'il y a une répercussion du déni colonial sur le psychisme, bien sûr. Je pense même que le terme de France universelle, humaniste, etc., et l'universalisme qui a permis la colonisation est un élément qui crée un conflit intrapsychique majeur chez les personnes issues de l'immigration d'origine maghrébine. Ou autre Ouais, pays parce que colonisé. tout à fait. Ils ne comprennent pas en fait. Colonisateurs, c'est ça. Mais bien sûr, ils ne comprennent pas que cette France qui les appelle à croire à ses valeurs républicaines et à ses valeurs universalistes, et très souvent ils y croient en fait, très souvent, réalisent que finalement, s'ils ne se sentent pas à leur place et s'ils sont à l'écart de la société d'une certaine façon, ou s'ils sont discriminés à l'embauche ou à la promotion ou au logement, etc., c'est précisément du fait d'une pensée encore coloniale qui existe chez un grand nombre de Français quand même. Il reste encore des Français de la guerre d'Algérie qui sont encore vivants et qui ont transmis cette idée et certains médias ont pris le relais et donc cet aspect-là crée une espèce de bug dans leur esprit. Comment est-ce que j'adhère à des valeurs universelles qui ont permis en fait à la France de coloniser le pays de mes parents? Et si on veut changer ce narratif, comment s'y prendre? Je sais que j'ai lu avec attention vos articles sur le blog de Mediapart, où je trouvais que ça participait justement à donner une vision
différentes au final de ces Français dont on parle aujourd'hui, voilà, qui ont des réussites professionnelles. Est-ce que c'est un des moyens? Quel est, vous, à votre avis? Mais bien sûr, ce que je trouve que ce que vous faites, là est absolument, fondamental. C'est, d'utilité, je dirais même de santé publique, très honnêtement, hein, parce que beaucoup me disent, «Moi j'ai grandi sans exemple, on m'a toujours, réduit à un gars qui était que capable de faire un CAP, je ne sais quoi», non, c'est très important. Raconter les réussites, moi dans cette série de portraits dans le blog de Mediapart, je l'ai intitulé «Fier d'être maghrébin», mais en sous-titre, c'était ce que le Maghreb apporte au monde et donc ce que le Maghreb apporte à la France. Hem, il y a aujourd'hui, des informaticiens, qu'on fait venir du Maghreb et qui tiennent, des services informatiques, de très, très, très grosses, entreprises. Comment pourrait-on s'en passer? Hem Là, je parle des personnes qui sont récemment arrivées, on va dire, hein, de tous ces médecins étrangers, surexploités, et j'appelle ça de la discrimination institutionnelle, qui ont permis au pays, de tenir, pendant la crise du Covid. Ensuite, parlons de ceux qui, malgré tout, ont bénéficié de la méritocratie française, et qui ont bénéficié de l'ascenseur social, et qui, sont, avocats, ingénieurs, enseignants, je sais pas, infirmiers, Ils existent en aides-soignants. fait. Mais en Ils sont fait, là, donc ce serait peut-être plus leur donner ils sont partout. Ils plus leur sont donner la parole. entrepreneurs. Bien sûr. Si on rentre dans les clichés de, banlieue égale, délinquance, égale, deal et cetera, mais il faudrait vérifier les chiffres. Mais le nombre d'entreprises, qui sont créées dans les banlieues et qui marchent très bien est absolument, édifiant, en fait. Hem, je voudrais juste dire un mot aussi sur la question de la délinquance, qu'on traite comme ça par-dessus, la jambe, et je trouve ça d'une indécence absolument incroyable parce que on il y a des personnes qui peuvent naître délinquantes et qui ont cette structure de personnalité qu'on appelle en psychiatrie, antisociale ou psychopathe, mais mon Dieu, on n'arrive pas à la délinquance comme ça. Quand on a, quand on a souffert à l'école, du fait, des inégalités scolaires, quand on s'est toujours ressenti, rejeté, quand on s'est pas senti français, quand on vous a précisément, arrêté, régulièrement, à n'importe quel coin de rue par la police, quand vous êtes dans une école où il y a pas de chauffage, quand vous êtes en échec scolaire pour des questions, parfois de souffrance et cetera. Alors vous décrochez, le décrochage, mène, parfois au pire, parfois au suicide, parfois à la maladie mentale, à la détresse mentale ou à la maladie mentale, et puis, eh bien, ma foi, parfois ça mène, à la délinquance. Mais avant d'être délinquant, on est autre chose, et c'est là, heu, qu'on doit parler de la prévention et du respect de tous les citoyens de façon, égale. Non, c'est passionnant. On oublie souvent l'élément social en fait et sociétal de la Mais parce que création de dès que ce. vous parlez de société, on vous dit que vous justifiez. Oui, C'est ridicule. En fait, on essaye de comprendre. oui, Question sociale, on vous dit, «Tu justifies», mais en fait, moi d'abord, je sais de quoi je parle parce que ouais. je les vois, et il y a une vraie symptomatologie scientifique, clinique, psychiatrique qui fait qu'il y a souffrance, voilà. Et puis ensuite, on cherche à comprendre, et pour créer une unité nationale, une union nationale, eh bien, on, prévient la souffrance et on prévient la délinquance, ce qui évidemment n'est pas du tout fait, dans les quartiers défavorisés. Ouais. Bon, c'est très intéressant, c'est-à-dire il y a encore du travail à faire. Ah oui, bien sûr. Fatma Bouvet de la Maison Neuve, merci beaucoup De rien. pour ces échanges. Et un dernier mot, si vous le permettez, j'aime bien finir mes épisodes en essayant de donner des conseils, en fait. Voilà,
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup échangé aujourd'hui sur les Français d'origine maghrébine ou arabe, mais je pense que ça peut être aussi un conseil qui s'applique à d'autres de nos concitoyens. Si vous aviez un conseil pour trouver sa place dans la société, quel serait ce conseil? Vous avez parfaitement raison de dire qu'il faut s'adresser à tous les citoyens parce que, moi depuis quelque temps, et à ma place, j'ai vu un homme, on va dire simplement français de souche, en larmes, après, la loi immigration, d'Emmanuel Macron et qui me disait: «Cette préférence nationale est anticonstitutionnelle et moi, mes ancêtres, se sont battus et certains sont morts pour l'égalité. Je ne reconnais plus ma République. Donc, comment trouver sa place? Hem, c'est Il faut être debout, tête haute, avancer, trouver ses compagnons, de combat. Je pense qu'on est dans une époque, à la fois triste et fantastique, parce que je crois qu'il va y avoir, une nouvelle pensée qui va se dégager aujourd'hui de cette crise, une nouvelle façon d'être. Regardez aujourd'hui, on tient compte, justement tout est ressorti. C'est-à-dire maintenant on tient compte, de toutes ces questions de comme si on ne savait pas qu'il y avait des Français de seconde zone. En fait, ils ont toujours existé. Voilà. Donc, ce que je crois, c'est il se passe là un moment que moi je trouve, passionnant et douloureux, dont on va certainement sortir, enrichi. Mais il faut qu'on soit tous ensemble, hem, les humanistes, les universalistes. Je sais que ce sont des termes galvaudés, mais je crois qu'ils vont revenir en force parce qu'on n'a plus le choix. Tous ensemble se mettre debout, je le remartèle parce que c'est le titre de mon manifeste: «Debout, tête haute, contre la haine, contre les divisions et dans l'acceptation de l'altérité». Vous savez, Mandela, et Desmond Tutu, ont parlé d'un concept que je trouve, merveilleux, c'est l'Ubuntu, c'est «Je suis parce que nous sommes». Voilà. Je pense que nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres, que nous existons à travers le regard de l'autre, mais à travers, l'empathie, les uns vis-à-vis des autres. On va pas tous s'aimer, on va pas tous, s'adorer, mais hem, il faut puiser à l'intérieur de soi des ressources. Juste dire un mot revenir sur les Français d'origine maghrébine, heu, c'est qu'ils charrient avec eux, moi c'est ce que je fais avec mes patients qui ont des doutes, qui ont des doutes sur leur culture, qu'on qualifie de sauvage, de peu civilisée. Enfin, mais nous venons d'une culture extrêmement raffinée, civilisée. La langue, le langage, l'alphabet a été créé au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique et dans le Moyen-Orient. La civilisation vient aussi du Moyen-Orient, du Maghreb. Nous charrions des richesses énormes. La culture, la pensée vient de Tombouctou, vient de l'Afrique noire. Décentrons notre regard pour enfin trouver une richesse universelle. Je pense que c'est des mots parfaits pour clôturer cet échange. Merci beaucoup.